Un forum de 120 économistes a averti que c'était un budget catastrophique pour l'économie et à long terme. En second lieu, effectivement, il favorise l'oisiveté et le non-travail, ce budget, il est fait pour ça. Et à long terme, c'est une menace même contre ceux qui l'entendent favoriser dans l'immédiat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Henri Bétan. Henri, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov à tous vos auditeurs. Vous êtes le porte-parole francophone du parti Yesh Atid, le parti du chef de l'opposition Yair Lapid. Yair Lapid qui était très en colère ce matin après le vote du budget de l'État par la coalition gouvernementale. Je vais le citer. Yair Lapid a déclaré alors que les citoyens israéliens dormaient, le gouvernement a fait voter le budget le plus destructeur, si on peut dire, pour l'État d'Israël. Ce budget ne reflète rien d'autre que du racket et l'abolition du contrat social avec la population qui en Israël travaille et sert dans l'armée. Réaction tout de même un peu ferme, plutôt ferme de la part du chef de l'opposition. C'est presque légitime de sa part, mais ça veut dire quoi exactement l'État d'Israël, la population qui travaille et qui sert dans Tsahal? Écoutez, il a repris ce que disent les économistes depuis un bon moment, parce que quand on a su les grandes lignes de ce budget, un forum de 120 économistes a averti que c'était un budget catastrophique pour l'économie et à long terme. Donc, ça n'est pas nouveau. En second lieu, effectivement, il favorise l'oisiveté et le non-travail, ce budget, il est fait pour ça. Et à long terme, c'est une menace même contre ceux qui l'entendent favoriser dans l'immédiat. Tout ceci est catastrophique pour l'avenir de l'État d'Israël, non seulement sur le plan économique, mais même sur le plan des valeurs morales. Parce qu'on n'a jamais vu pareille chose que un budget, entre guillemets, de faction, ou un budget pour les partis politiques tels qu'on l'entend au sens israélien et politique du terme, soit aussi tendancieux, enflé en faveur d'un camp, et du camp qui, malheureusement, a besoin d'autre chose que d'être enfoncé dans sa pauvreté et dans l'oisiveté professionnelle. Vous parlez, Henri, des fameux 13 milliards de shekels qui ont été compris. On en est à 14 ce matin. On va dire 14, allez. On va dire 14. Alors, mais dites-moi si je me trompe, mais on n'a peut-être pas la mémoire longue, mais il y a un peu plus d'un an et demi, le gouvernement Lapid-Bennett, celui de votre chef de parti, eh bien, a voté un budget dans lequel, eh bien, il y avait 55 milliards de shekels pour la population arabe dans le cadre d'un accord de coalition. Dans le cadre, reprendre ce mensonge. Dans le cadre d'un accord avec la. Ça n'a jamais existé. Ah bon? Jamais. Il y a eu 30 milliards dans un programme pluriannuel entre 5 ans et 8 ans qui était destiné à de l'équipement, aux infrastructures, aux routes et aux adductions d'eau, d'ailleurs qui a été stoppé partiellement parce que ce gouvernement a continué néanmoins sur la lancée entamée, mais jamais, au grand jamais, il n'y a eu 54 milliards. C'est un mensonge inventé par le roi des menteurs, c'est-à-dire Netanyahou. Ça n'a jamais existé. Alors, on peut le répéter une fois, 10 fois, 100 fois. C'est un gros mensonge. Alors, je vais poser la question autrement. La façon dont Benjamin Netanyahou l'a édicté, il a dit que c'était destiné directement au Hamas ou directement aux islamistes. C'est un mensonge, mais d'une grossièreté inouïe, qui est répété par tous les porte-voix du bibisme. Mais pardon, je voudrais juste préciser. C'est-à-dire, je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il y a eu, dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis le vote du budget de l'État sous Yair Lapid, est-ce qu'il y a eu une attribution des budgets qui ont été attribués au secteur arabe israélien dans le cadre de l'accord de coalition avec le parti Raham? C'est pas au secteur arabe israélien, c'est un budget de rattrapage des infrastructures, des routes, des adductions d'eau, des feux rouges, de tout ce dont a besoin un pays normalement constitué pour rattraper le gap, parce que figurez-vous, jusqu'à aujourd'hui, certains villages arabes ressemblent à ceux du quart-monde, si ce n'est du tiers-monde, par rapport à un pays hyper sophistiqué, hyper développé technologiquement comme Israël. C'est une honte pour nous.
Et ce n'est pas pour les Arabes. C'est fait pour rattraper les infrastructures. Non, mais le gouvernement le principe a est le continué même. sur cette lancée. Même s'il a détourné les budgets, mais il a continué sur la lancée. Il n'a jamais renoncé à cela. Et dire que 55 milliards ou 54 milliards ont été consacrés au secteur arabe, c'est un énorme mensonge. Encore une fois, on peut le répéter 10 fois, 20 fois, ça restera toujours un mensonge. Et ça n'est pas vrai que c'est un budget partisan. Ça n'a jamais été un budget partisan comme on le voit aujourd'hui. Mais pourtant, c'est vrai qu'il y a eu un budget partisan sous l'ancien gouvernement. On n'a pas pu l'empêcher à Yesh Atid. Il y a eu 1,2 milliard de répartis à la demande des partis de l'ex-coalition. Mais jamais on est arrivé à cette somme de 14 milliards, comme on l'a vu ce matin. Et encore, ça n'est pas fini parce que c'est en tranches fines, en tranches millimétrées qu'on a. Il faut rappeler que c'est sur 2 ans. Ici et là, des partis pour les consacrer, pour compléter le budget promis à tel secteur ou à telle secte. Voilà la vérité. Il faut rappeler que c'est sur 2 ans. Il faut préciser à nos auditeurs que ces 14 milliards de shekels sont sur 2 ans, les 2023-2024. Parce que l'autre budget était biannuel aussi. Alors, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, où va l'opposition ? Le budget de l'État est voté. On va dire que c'était l'un des obstacles majeurs à la poursuite du gouvernement israélien. Quels sont les chevaux de bataille de l'opposition aujourd'hui pour continuer à critiquer la politique de l'actuel gouvernement ? D'abord, éclaircir ce qui doit l'être sur ce budget. Ce n'est pas terminé, contrairement à ce qu'on croit, parce que formellement, il a été adopté, politiquement, il a été adopté, mais financièrement, il n'a pas été adopté. Il y a des mensonges et des trous dans ce budget qu'il faudra expliquer ou combler. Je vous cite 2 exemples. Et il y a l'exemple des dotations pour les Avrahim, ce qu'on appelle les étudiants des yeshivas. Le contrôleur général des finances a dit de toute façon, légalement, vous ne pouvez pas leur donner le budget que vous leur avez promis avant le novembre prochain. Aussitôt, il y a eu une ruée, notamment les embrouilleurs de la majorité, Amsalem en tête, ont accusé le trésorier payeur général d'être un saboteur professionnel, disent-ils. Mais néanmoins, la question est posée, parce qu'en face, il n'y a pas de ressources. Deuxièmement, le mensonge sur les 9 milliards attribués au ministère de la Sécurité intérieure. Comme l'a dit hier à la tribune Yoav Segalovitch de Yesh Atid, il a prouvé noir sur blanc que c'était un mensonge, qu'il n'y a pas 9 milliards et que le budget promis pour l'édification de la garde nationale tel que l'a entamé l'ancienne majorité il y a déjà plus d'1 an, il n'existe pas parce que ces 9 milliards sont un rattrapage biannuel de 5,5% de l'inflation. Là, on rentre beaucoup dans les détails. En budget glissant. Et donc, en fait, il y aura toujours un delta à l'arrivée de moins 1,5% sur ce budget. Bon, je crois, de cette garde nationale qu'on projette de bâtir. Voilà déjà 2 exemples de mensonges budgétaires qu'il faudra rétablir. Parce que je vous rappelle que dans 6 mois, il faudra que le gouvernement publie, parce que c'est une obligation, un état des lieux financiers. Et il faudra qu'il dise comment il entend honorer toutes les promesses financières qu'il a faites au regard des rentrées budgétaires. Et s'il le faut, il devra rectifier le tir en diminuant ou en alourdissant les impôts. Tous ces mensonges par omission n'ont pas été dits hier, ni par le chef du gouvernement, ni par ses alliés, mais il faudra en venir à ça. Donc, le combat de l'opposition va se concentrer sur ces points-là. On verra, in fine, la vérité apparaître. La vérité, c'est que ce budget est troué de toutes parts. Ok, alors je voudrais évoquer, parce que lorsque je parlais de perspective pour l'opposition, je parlais essentiellement justement des critiques dirigées ces dernières semaines vers le monde orthodoxe en particulier autour de ce budget et aussi de la réforme judiciaire. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que maintenant que le budget de l'État est voté, est-ce que par exemple on va remettre sur le devant de la scène la réforme judiciaire alors que celle-ci est pour l'instant l'objet de tractations qui ne marche pas pour l'instant de manière assez particulièrement positive, on va dire. Écoutez, Yair Lapid a fixé une date butoir, ce sera la mi-juin. On verra très bien si jamais à cette date-là, la nomination de la commission de préemption des juges, pas de nomination, mais de candidature des juges à la Cour suprême.
Si jamais cette commission se maintient telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y aura des élus de l'opposition et des élus de la majorité qui vont préempter les juges à nommer ensuite, sous la supervision du ministre de la Justice. Si cette commission est modifiée, ça veut dire que tout ça, ce sera un bluff et on se retirera de là. On ne collaborera pas à un faux semblant de ce genre, même si c'est sous la présidence du chef de l'État. Et cette réforme, bien entendu, elle est mise en sommeil. On s'attend à une entourloupe, comme d'habitude, de la part de Netanyahou, mais on restera vigilant. On restera vigilant jusqu'au bout et éventuellement, on remobilisera les gens sur cette donnée parce que et le budget et cette réforme sont une catastrophe pour Israël. Je voudrais avoir votre appréciation et votre réaction à tout ce qui se passe autour du public orthodoxe. Le public orthodoxe qui est l'objet, on va dire, ces dernières semaines d'une vive campagne, on va dire, de critiques et qui est accompagnée, une campagne qui est accompagnée par des insultes, on traite les orthodoxes de parasites, de pillards des caisses de l'État, des caricatures à fort relent antisémites dans la presse israélienne. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous dites de cela alors que vous êtes le chef d'un parti qui est par essence un parti ultra-laïque, qui a du mal à composer avec les orthodoxes? Alors deux choses. D'abord, tout ce qui est exagéré ne compte pas. Alors les outrances verbales, etc., ça, on les évacue. Deuxièmement, c'est pas un parti ultra-laïque, c'est un parti libéral. Parmi nous, il y a des ultra-orthodoxes, figurez-vous. Et j'ai été moi-même surpris de trouver, par exemple, dans le ministère des Affaires sociales, le directeur du cabinet était un ultra-orthodoxe avec des péotes jusqu'aux épaules. Oui, je le connais. Nous avons par ailleurs d'autres ultra-orthodoxes dans le parti. Ce n'est pas un parti ultra-laïque, c'est un parti libéral qui se veut le garant d'un vivre ensemble de tous les Israéliens. Alors maintenant, s'agissant des ultra-orthodoxes, vous savez, il n'y a de pire cas de figure que lorsqu'un brigand qui se plaint d'être persécuté. Et c'est un peu ce qui arrive actuellement. Parce que le scandale, ce n'est pas les critiques que subissent les ultra-orthodoxes, et il faut bien préciser que ce sont les ultra-orthodoxes et pas les religieux, parce qu'il s'agit du secteur des sectes orthodoxes tels que les chassidoutes de Belz, de Wojcik et de je ne sais quoi encore, qui grappillent la caisse de l'État comme ça au profit de leurs oisifs étudiants. Mais il s'agit surtout de mettre l'accent sur le fait que, comme le disent tous les spécialistes, que c'est une catastrophe à long terme pour Israël. Parce que dans une génération, dans 2 générations, cette politique va creuser des trous budgétaires évalués à des millions de milliards de shekels. Vous m'entendez bien, à des millions de milliards de shekels. Parce que actuellement, parmi cette population ultra-orthodoxe, 49% des hommes ne travaillent pas. Et demain, avec l'incitation à l'oisiveté qui a été promise par ce budget-là, demain, disent les économistes, immédiatement, 62% de ces hommes ne travailleront pas parce qu'ils se contenteront des petites subventions qu'on leur donne, petites ou grandes d'ailleurs, parce que il va s'ajouter à cela, comme vous le savez, maintenant le nouveau fonds de la Arnona qui va consolider les municipalités religieuses en faillite et en déperdition, qui va les consolider dans leurs attitudes de laisser aller, de laisser faire, de solliciter l'État plutôt que de demander à leurs concitoyens de travailler et de produire. Eh bien, tout cela va il faut être conscient du fait que ça nous mène à la vraie catastrophe. Ça va mener à ce que Israël revienne à une situation du pays du tiers-monde, voire même du quart-monde. Et c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'insulter les religieux, ni les ultra-orthodoxes, il s'agit de les avertir contre le fait que, de toute façon, ils sont dans une économie mondialisée où la classe moyenne subit, dans ce capitalisme mondialisé, subit la plus grande partie de la pression fiscale. Ce n'est pas seulement en Israël, mais le facteur est d'autant aggravé en Israël parce que il y a cette frange qu'on incite à ne pas travailler, qu'on incite à ne pas étudier, qu'on incite à rester en marge
de la société globale israélienne. Et d'un autre côté, c'est vrai que la classe moyenne israélienne en a marre de subir, en a marre de faire le service militaire, de payer pour ses oisifs et ses fainéants, et de voir que des gens politiques, des hommes politiques corrompus favorisent cet état de choses. Eh bien, Henri Bétan, on a bien compris votre message. Merci beaucoup d'avoir accepté ce matin de répondre à nos questions à chaud, donc après le vote du budget de l'État par le gouvernement israélien. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt et bonne fête de Shavuot également. Shavuot.